Salam alaikum, Azul, bonsoir. L'affaire Terkout se veut un gros scandale. L'occasion de faire des manchettes et même qu'on nous affirme qu'elle a provoqué un tollé, une clameur publique. Tiens. Et pourquoi donc? Parce que l'usine de Tiaret ferait dans le montage, dans l'assemblage, à un niveau qui serait juste un contournement pour avoir le beurre et l'argent du beurre? C'est-à-dire faire semblant de produire pour jouir de privilèges fiscaux alors que c'est juste de l'importation du produit fini déguisé? Ok, on est d'accord, c'est un scandale. Mais qu'a donc fait ce monsieur qui n'est déjà pas été prévu par le cahier de charge, lequel cahier de charge a été imposé par l'État? Et qu'a-t-il fait que n'ont pas fait tous les autres constructeurs entre guillemets, constructeurs automobiles? Mais qu'y a-t-il de nouveau dans l'affaire? Je vous le demande. En quoi cela est-il un précédent? Les industriels et autres capitaines d'industrie algériens ne sont-ils pas tous, sans exception, tous, dans la même chafouine démarche? Le montage, l'assemblage et même la transformation, voire l'additionnement en eau pour certains produits alimentaires, ne sont-ils pas la norme de la norme? N'est-il pas de notoriété publique que quasiment tous les produits industriels montés en Algérie le sont d'une façon qui prêterait à mourir de rire si elle ne coûtait pas aussi cher à l'économie du pays? Ne sait-on pas que la plupart de ces montages, de ces assemblages, consistent à faire tourner quelques vis, à installer des fusibles, parfois moins compliqués qu'un Lego pour gosses? Ne sait-on pas que la fabrication du lait consiste à rajouter de l'eau à de la poudre importée avec des équipements importés? Que la fabrication de l'huile consiste à broyer des oléagineux importés avec des équipements importés? Et je passe surtout le reste parce que tout le reste, tout ce qui se produit en Algérie, obéit à la même arnaque. Arnaque parce que tous ces capitaines d'industrie, comme ils s'appellent eux-mêmes, carburent à la devise étrangère que leur distribue allègrement, généreusement et de façon très discriminatoire le régime algérien. Discriminatoire parce que seuls les copains coquins peuvent en bénéficier. Parce qu'en l'occurrence, il est question de milliards de dollars qui bien souvent atterrissent irrémédiablement de l'autre côté de la Méditerranée dans des comptes offshore douillettement installés là où personne n'ira les débusquer. Et c'est toute une faune que ce milieu de l'industrie algérienne où sévit toute une chaîne de gros et petits requins, où chacun prélève sa part selon son milieu, sa coterie, ses protecteurs ou les services que ses fonctions lui permettent de rendre. Et pour en revenir à l'industrie automobile, quelle est la marque en Algérie qui échapperait à cette règle de cahier de charge d'une extrême permissivité, qui sont en fait, ces cahiers de charge, le péché originel, puisque c'est ce document qui détermine ce qui peut être assemblé et donc importé en l'état et ce qui doit être produit localement, partiellement ou intégralement. Le problème est dans le cahier de charge, donc dans l'option politique et manipulatrice de l'opération qui tente de faire croire que le pays est entré dans une phase de production alors qu'en fait, ce n'est qu'une ruse de plus, une énième parade pour continuer à se sucrer et à sucrer les clientèles sur le dos de l'économie du pays. En fait, pourquoi ne nous dit-on pas quel est le véritable niveau d'intégration pour toute l'industrie automobile en Algérie, sachant que moins de 40%, cela ne peut être profitable? Pourquoi ne nous dit-on pas que les véhicules montés en Algérie coûtent plus cher à l'économie du pays que des véhicules importés en l'état? Pourquoi ne nous dit-on pas comment tous les patrons algériens de l'industrie algérienne, et pas seulement Terkout, ont pu accéder à ces statuts, à cette caste, à ces facilitations financières
dont les Algériens ne savent rien. Pourquoi ne nous dit-on pas que, hormis quelques très rares cas, la quasi-totalité de tous ces capitaines d'industrie ne crée pas la richesse, que bien au contraire, ils la pillent, ils la dévastent, ils la ruinent, et que quand les réserves de devises étrangères seront épuisées, ils disparaîtront comme bulles de savon au soleil. Ils iront rejoindre leurs pénates là où personne n'ira leur demander de compte. L'affaire Tahkout, dont on nous dit qu'elle a été révélée par les réseaux sociaux, n'est qu'un règlement de compte entre grands fauves qui se disputent la même proie. C'est peut-être même une réponse du berger à la bergère après le scandale Ould Abbas. Un règlement de compte par prête-nom et façades interposées. En tout état de cause, l'industrie automobile en Algérie est comme le reste de l'Algérie, zama zama, une jungle où la chaîne alimentaire va du grand fauve jusqu'au gnou. Et je vous laisse deviner qui est le prédateur et qui est le gnou aujourd'hui. Algérie Focus. Affaire Tahkout. Mais qui sont ces enquêteurs qui vont partir à Tiaret? Par Abdou Semmar. TSA. Slel envoie une commission d'inspection chez Tahkout. Par Hajar Gnenfa. El Watan. Mahiddin Tahkout dans la tourmente. Par Ali Bourlef. Algérie, affaire Tahkout, corruption et argent sale. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ici Brahim Younsi. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, vous êtes un homme politique algérien. Merci. Vous avez l'habitude de venir nous accompagner pour faire des analyses. Absolument. Je vous remercie. Farhat Aïtali, expert financier qui sera avec nous depuis Alger. Farhat Aïtali, merci d'être avec nous. Très bien. Abdou Semmar, rédacteur en chef d'Algérie Focus, qui s'est déplacé sur place à Tiaret dans cette usine. Nous allons lui parler dans un petit instant. En tout cas, merci Abdou Semmar d'être avec nous. Brahim Younsi, affaire Tahkout, c'est le grand pavé dans la mare. Zama, comme si c'était la première fois, comme si c'est le seul industriel automobile qui déroge à la très saine règle de savoir la différence entre le montage bien intégré, etc., et le petit trafic, parce qu'on a photographié des voitures qu'il ramenait de quelque part, où il ne manquait que les pneus. Ça veut dire, et on a fait tout un truc. Oui, les roues. Bien sûr que Tahkout n'est pas unique, n'est pas le seul. Mais là où on doit s'interroger, c'est celui qui contrôle, c'est-à-dire l'État. Oui. Comment est-ce que cette affaire, si affaire il y avait, oui. Moi je n'en sais strictement rien, la douane a laissé passer. C'est-à-dire qu'il y a déjà le barrage de la douane qui doit contrôler la marchandise, regarder, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, le cahier des charges, etc. etc. Or, ces voitures sont rentrées en Algérie, ce qui constitue une importation alors que TMC, Tahkout Manufacturing, etc., devait faire des montages, fabriquer, c'est pas le mot, mais monter la voiture, les pièces. Mais on ne sait pas à quel niveau d'intégration. Nous ne savons pas. C'est à 4%, à non, 3%. Selon le directeur coréen de l'usine de Tiaret, dit nous sommes à 5-6% d'intégration. Bon, voilà. Il le dit, c'est clair. 5-6%, c'est une farce. Voilà, c'est une farce. Ouais. C'est une farce. Il dit nous sommes à 5-6% d'intégration, si j'ai bien lu, et je crois avoir bien lu. Donc nous sommes dans des kits qui viennent monter. Bon, une usine de 400 à peu près, c'est ce qu'on dit, on n'a pas fait le contrôle, mais dans une usine de 24 hectares, oui. Où il y a 400 chiffres donnés par les responsables de l'usine, oui. 400 travailleurs, 400 ouvriers, dans une telle surface ouais. et qui ferait le montage de 1500 à 2000 voitures par mois.
c'est C'est plus que de l'artisanat. absolument. Il aurait mieux valu les importer peut-être Absolument. qu'avec les surcoûts dus Tout à à la fait. montée en Tout à cadence, fait. peut-être que ça coûterait plus cher à la Ceci limite. dit, ici, nous ne sommes pas venus, en tout cas pas moi, et je sais que vous non plus, pour faire le procès de cet industriel, je mets des guillemets, de M. Tarkout. Ce n'est pas le cas. Exact. Mais c'est le système qui veut cela. Et d'ailleurs, permettez-moi juste là, M. Tarkout dit une chose qui est un euphémisme. Il dit le problème est directement lié à la concurrence. C'est-à-dire, selon lui, c'est la concurrence qui aurait. Oui, donc, mais qui se cache derrière la concurrence? C'est pour ça que je dis que c'est un euphémisme. Il a une espèce de pudeur pour ne pas désigner ceux qui lui mettent les bâtons, si j'ose dire, dans les roues. Et puis, vous savez, quand la proie se fait rare dans la jungle, les prédateurs s'entre-déchirent. C'est connu. Quand il y a suffisamment de proie pour tout le monde, c'est la paix. Bien Mais sûr. quand, avec maintenant la restriction, toutes les restrictions et le manque à gagner. Si ailleurs on met 15 ans pour devenir industriel, en Algérie on met 5. Voilà, c'est rapide. Il suffit de se munir d'un tournevis. Absolument. Vous savez, je me rappelle qu'à Borj Bouariri, il y avait quelqu'un que j'avais vu, il avait une usine de fabrication de télévision. Vous savez ce qu'il faisait? Il ramenait une télévision toute faite, sauf que le couvercle était remplacé par une sorte de couvercle en carton en pâte. Alors une fois arrivé à l'usine, ils enlevaient ce couvercle de carton en pâte, ils mettaient le véritable couvercle, ils mettaient 8 vis. Tout à fait. Voilà, et donc c'est une marque produite en Algérie, made in Algeria. Tout à fait. Alors, nous allons d'abord voir Tarkout ce qu'il dit, puis nous allons voir une chaîne de télévision, une chaîne de montage en Turquie et en Inde, et puis nous revenons à nos invités. الرحمن الرحيم. على كل حال أنا لاحظت في الفيسبوك مدة يومين ولا 3 أيام هذه الحملة الشرسة ضد شركة هونداي اللي في تيرت. كاين مثل يقول كل ذي نعمة محسود. احنا في التي ام سي في تيرت نقوموا بتركيب قطع الغيار في السيارة، ديروا المونتاج دي كيت، ولي كيت هذو راهي مصدقة عليهم وزارة الصناعة. هاي هنا ونطبقوا الكايد شارج باش يقول الكايد شارج اللي مضى عليه في وزارة الصناعة ومضى عليه في الوزارة الأولى. هذا الكايد شارج اللي عندنا ماشي اللي درتو ولا داروا واحد آخر، هذا كايد شارج. المتعاملين كاع الاقتصاديين اللي يركبوا السيارات ولا يصنعوا السيارات عندهم كايد شارج، عندنا كاع كايد شارج. عندنا مقرر تقني تاع وزارة الصناعة نابليكو فيه بالحرف، و3 سنين باش يحققوا 15%. لكن احنا سبقنا الاحداث. انا درت مصنع في الرغايه تاع لي بلاكات دو فران، ها هوك بعثوا لكوريا باش يديروا لنا الهومولوغاسيون تاعو. كان واحد مستثمر واحد اخر او في واد سمار دار سنيه مع رونو، جبنا لي بروتوتيب تاعو بعثناهم لكوريا. على بالك باش يوتوريزوك دير تركب حاجه في السيارات في العلامه تاعهم لازم حتى يديروا لك الهومولوغاسيون تاعها. حنا بدينا تدريجيا وسبقنا الاحداث. تما التي ام سي رانا سابقين الاحداث. والشيء الغريب اللي استغربوا يقول لك كيفاش المصلحه هذه تطلع في 5 شهور. نجاوبهم انا نجاوبهم بكل جديه وبكل صراحه، والعمال يشهدوا. كانت 27 شركه جزائريه تخدم. Moi, ce qui m'étonne, Brahim Younsi, c'est que ce monsieur, qui est un industriel, un citoyen algérien, ce n'est pas un officiel. Pourquoi il parle encadré par deux drapeaux solennels, deux drapeaux aux normes du président de la République? Pourquoi? De quel droit il se permet de se mettre en 2 drapeaux? Parce qu'il fait de l'économie patriotique. C'est bien répondu. Alors, nous allons voir un petit reportage de Abdou Sammar. Enfin, nous avons pris un petit extrait. Abdou Sammar s'est rendu à cette usine de Tiaret. Il a parlé aux travailleurs. ريسبونسابل على لا لين كومبلي. انا ريسبونسابل. انت راك ريسبونسابل. اسكو تقدر تحلف لنا اليوم الجزائريين يشوفوا فيك باللي ما راكوش ديروا في الترافيك، ما راكوش تركبوا في كاش منها. اكيد نحلف انايا، نحلف باللي هذه الوزينه تاعنا راهي تجي السياره تاعنا مفككه، ما كانش موتور وحده، السيو وحده كاع رانا نخدموا فيهم، رانا نركبوا فيهم. Alors, avant de recevoir Abdou Sammar et Farhat Aïtali, nous allons voir quelques images sur les usines de Turquie et d'Inde, du même
concessionnaire du même industriel, Hyundai. Autour de ces usines que vous venez de voir, non seulement il y a des milliers d'employés à l'intérieur, mais autour, c'est surtout ça. Il y a des milliers de sous-traitants en tout genre. Un sous-traitant qui ne fait que la boule du levier de vitesse, un autre qui fait le tapis, un autre qui fait le rétroviseur. Des milliers de sous-traitants qui sont agglomérés autour de ces usines. Abdou Sammar, merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Merci. Et salutations à tous les auditeurs, tous les spectateurs qui nous regardent. Merci. Alors, Abdou, d'abord, votre sentiment sur cette affaire Tahkout qui a défrayé la chronique, comme on dit. Alors, mais je vais vous parler sincèrement, Jamal. Moi, j'ai fait mon devoir de journaliste. Vous savez, un journaliste, quand il y a un fait, quand il y a une accusation, quand il y a une information, il essaie de vérifier sur le terrain. Béaba, je veux dire, c'est quelque chose de béaba. Nous essayons toujours de le faire. À Algérie Focus, j'ai toujours essayé de le faire. Il se trouve que j'ai réussi à obtenir l'autorisation de rentrer dans cette usine du groupe Tahkout. Tahkout m'a parlé au téléphone plusieurs fois, il m'a fait des déclarations, etc. Donc j'étais curieux, je pensais que par déontologie, je allais sur place et voir. Qu'est-ce que j'ai vu exactement? J'ai vu une petite usine d'assemblage. Effectivement, c'est une simple usine d'assemblage. On ne fait pas du montage, on fait de l'assemblage. C'est énormément différent. Ce qui est regrettable, c'est qu'aujourd'hui, on fait du politique dans des domaines techniques. Ça, ce qui est regrettable dans notre pays, maintenant que M. Tahkout ne soit pas bien. Moi, je le dis, je l'ai redit 1000 fois. D'ailleurs, Jamal, je pense que tu connais mon sens de la moralité et mon sens de l'éthique. Tu peux juste taper sur Algérie Focus le nom Tahkout et tu as tous les articles que j'ai écrits contre lui. Donc là, il n'y a aucun reproche à nous faire. Certaines personnes nous accusent de connivence juste parce qu'on est parti là-bas et on a fait parler les employés. Il était important pour nous de leur donner la parole, de faire parler ces employés, de voir comment ça se passe sur place. C'était quoi le problème, Jamal? Le problème, c'était qu'on accusait cette usine, cette entreprise, on l'accusait. Est-ce que vous m'entendez, Jamal? Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Alors, pour expliquer bien les choses, pour faire de la pédagogie, et pour ne pas aller dans le sensationnalisme. Cette usine était accusée d'importer des véhicules d'ores et déjà assemblés dans des conteneurs. Les voitures étaient déjà assemblées, on plaçait juste les pneus et on les vendait. C'est ça le cœur du problème. Ce n'est pas le cas, Abdou. Ce n'est pas le cas, les photos qu'on a vues. Franchement, ce que moi j'ai pu voir, oui. J'ai vu les conteneurs et j'ai parcouru tous les 24 hectares. J'ai rencontré le superviseur de l'usine qui est un Sud-Coréen. Parce que ceux qui gèrent l'usine, ce ne sont pas des Algériens. Et on n'a pas de savoir-faire, on ne gère pas. Il y a 4 superviseurs coréens que nous avons rencontrés qui nous ont tout montré. Dans les conteneurs, il n'y a que le châssis. Dans d'autres conteneurs, il y a d'autres kits. Il y a les pneus, il y a les moteurs, etc. Et c'est assemblé. Ça s'appelle du SKD. C'est exactement ce que exige le cahier de charge du gouvernement algérien. Le gouvernement algérien exige un début d'assemblage avec un taux d'intégration de 15% jusqu'à 3 ans. Alors maintenant, Abdou Sammar, Brahim Younsi me dit 15%, c'est 2018.
Mais que maintenant, ce n'est pas le cas. C'est 3 ou 4 ou 5. Non, justement. Oui, ce que je dis, le gouvernement, en 3 ans, d'ici 3 ans, chaque lancement de projet d'une usine, il est exigé aux propriétaires, aux gérants, aux investisseurs, un taux d'intégration de 15%. Aujourd'hui, cette usine Hyundai, elle a ouvert depuis novembre. Moi, je me pose la question, pourquoi on ne demande pas des comptes à Renault? Renault, les Français sont ici depuis 3 ans. Ils ont rappelé, on n'arrive même pas à vérifier leur taux d'intégration. Hyundai, elle a ouvert depuis novembre. Uniquement depuis le 1er novembre. Et ce n'est pas du montage, c'est de l'assemblage. Jamais, il faut être honnête, notre pays ne dispose pas d'une base industrielle pour faire du montage. On ne peut pas se comparer à la Turquie, à l'Inde. Mais Abdou Sammar, les photos que tout le monde a vues sur Facebook de véhicules auxquels ne manquaient que les roues, c'est vrai? C'est de l'intox? C'est une scène c'est logique. Dans une chaîne d'assemblage, on commence par le châssis, ils mettent le moteur, et à la fin, il manque les pneus, ils placent les pneus. C'est ça l'assemblage. Oui, mais ces photos auraient été prises dans des conteneurs qui venaient du port, pas de l'usine. Moi, j'ai vérifié de mes propres yeux, je dois dire la vérité. Je suis journaliste, je n'aime pas M. Tahkout, mais c'est pas parce que je n'aime pas que je dois mentir. Parce que maintenant, ça va devenir du n'importe quoi. Et dans les conteneurs, il n'y a que les châssis. Après, oui, c'est de l'assemblage classique, primaire. C'est le début. On n'a pas de capacité de... Renault, c'est exactement ce que fait Renault. Sauf que Renault, ils ont maquillé les choses en ayant des robots. C'est-à-dire que Renault met les bolons avec des robots. Et Tahkout, Hyundai, ils ont des employés. Tout simplement, c'est ça la seule différence. Mais Abdou, moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi a-t-on fait du cas Tahkout une affaire d'État, alors que c'est le cas de tous les capitaines d'industrie? Personne ne produit réellement un système intégré dans ce malheureux pays. D'abord, c'est une bonne question, Jamal. C'est une très bonne question. Je te remercie de la poser. Comme ça, on te soupçonnera toi beaucoup moins. Et je ne pense pas qu'on peut soupçonner Jamal Bechenour de compromission, de connivence avec Tahkout. D'abord, il n'y a pas de capitaine d'industrie, mais Tahkout n'est pas un industriel. Moi, je lui ai parlé, il ne prétend pas être un industriel. On ne peut pas le qualifier d'industriel, c'est quelqu'un qui veut se lancer. Il n'y a pas d'industriel en Algérie réellement au sens propre du terme. C'est encore de l'assemblage. On est encore au début d'un processus. Le problème qui se pose maintenant, c'est que c'est le cahier de charge, c'est la politique globale qui a encouragé... Merci Abdou d'amener ce sujet à la transition que je voulais faire. Restez avec nous, Brahim Younsi. D'abord, vous vouliez répondre avant d'attaquer ce problème du cahier de charge. Je veux dire que Tahkout lui-même ne dit pas qu'il est industriel. Il dit « je suis un homme d'affaires ». Non, mais tous se donnent ce fameux qualificatif de capitaine d'industrie. Oui, mais pour le moment, je ne l'ai pas entendu le dire, lui. Lui, il dit « moi, je suis un homme d'affaires ». Rajul Amal. Voilà, Rajul Amal. Je suis un homme d'affaires. Il ne dit pas qu'il est... mais... moi, je fais foi et je donne crédit à ce qui vient d'être dit. Oui. À savoir que Renault, effectivement, utilise la robotique pour monter ou pour assembler ses voitures, alors qu'on a vu Tahkout... c'est des petits chariots qu'il traîne. Et il y a du personnel. Oui. Peut-être que faut-il lui donner quitus parce qu'il emploie des Algériens. 400, oui, ce n'est pas des masses. Ouais. Mais chez Renault, avec l'investissement qui a été fait, c'est 300 personnes. Oui, c'est vrai. C'est 300 personnes, c'est moins que ce qui se fait à Tiaret par Tahkout. Mais Renault, ça doit être un peu la même chose. Oui, mais je pense que vous l'avez dit, absolument. Ouais. Absolument. Tout le monde fait la même chose. Voilà. Mais l'usine qu'on a vue en Turquie, effectivement, d'abord, il y a un transfert de technologie. Absolument. Vous avez vu qu'on fabrique les coques. Absolument, nous, ils fabriquent tout. Bon, c'est le cas aussi chez nos voisins. Marocains. Chez nos voisins marocains, il y a un vrai transfert qui exportent leurs produits. Parce que le Maroc a exigé de produire, de fabriquer, d'avoir une usine de fabrication de la marque Renault et de pouvoir exporter son produit. Farhat Aïtali, merci d'être avec nous. Je sais que vous avez une heureuse circonstance familiale, mais que vous avez quand même accepté d'être avec nous. Nous vous en remercions et nous vous faisons toutes nos félicitations. Merci d'être avec nous. Farhat Aïtali, d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu cette histoire Tahkout avant que je vous pose une question sur le cahier
des charges dont je considère personnellement, moi, que c'est le péché originel. Écoutez, sérieusement, avant d'en arriver au cas d'Arkout précisément, moi j'ai contesté l'intégralité de ce projet de montage de véhicules en Algérie depuis les jours de l'arrivée du groupe Renault, pour faire exactement la même chose que d'Arkout. Hein. Votre invité tout à l'heure parlait de robotisation du montage, et bien ce n'est pas le cas au Ouattara. C'est pratiquement un montage qui n'est pas aussi empirique quand même que celui que j'ai vu à Tiaret. Mais c'est un montage manuel. Vous savez, 300 personnes pour monter 12 000 ou 14 000 véhicules par année, c'est vraiment médiocre en productivité. Seulement, on peut dire que Renault, c'est les Algériens qui ont insisté pendant 3 années pour l'obliger à venir investir, je ne sais pas pour quelle raison, parce que ce n'est pas un investissement. Par contre, en ce qui concerne Hyundai, Volkswagen et toutes les autres marques, c'est ces marques-là qui ont exigé leur accès au marché national à travers ce fameux montage, quand elles ont compris qu'il n'y avait pas plus de montage que de beurre en broche, quand elles ont compris que c'était une manière de contourner les restrictions sur les importations sous couvert de montage. Alors pratiquement c'est de l'empirisme, hein. Chacun s'est mis à monter selon sa conception du montage. On ramène des kits en SKD. Le SKD, ce n'est pas des petites pièces, c'est de gros composants. Donc, il y a plusieurs points de montage. Hein. Il peut y avoir 17, 35, 60, 80, ça dépend du cahier de charge. Maintenant, le X, c'est que le cahier de charge en question, il n'a pas été rendu public. Personne ne l'a jamais vu. Ça, c'est déjà en soi-même une infraction au droit. Ça, c'est la faute du ministère de l'Industrie, qui apparemment a quelque chose à cacher dans toute cette histoire-là, parce que normalement, si tout le monde connaissait le cahier de charge, on saurait qui fait quoi. Maintenant, pour arriver au cas de M. Darkout, moi j'ai vu les véhicules dans les conteneurs. Bon, manifestement, il n'y avait pas de moteur dedans, mais il y avait tout le reste. Parler de 60 ou de 80 points de montage, ce n'est pas vrai, c'est quasiment impossible de faire 80 points de montage dans des véhicules aussi finis que ça. Peut-être qu'il y a une dizaine ou une quinzaine de points de montage, mais ce que j'ai vu à travers le reportage de M. Abdoussama, c'est que la manière de procéder au montage était empirique, vraiment empirique. On ne met pas un moteur sur des criques en losange. C'est des criques rudimentaires qui sont destinés aux véhicules eux-mêmes. C'est extrêmement dangereux ce genre de calage de moteur. On ne fait pas grimper le moteur vers la coque, mais on fait descendre la coque vers le moteur. Je me suis d'ailleurs demandé quand le moteur montait, celui qui devait boulonner la partie supérieure, par où il comptait passer, à moins de descendre avec une corde butoir. Il y a quelque chose qui cloche même dans ce reportage-là. Moi, à la limite, ce n'est même pas cet investissement qui m'intéresse. Je suis contre l'intégralité de ce genre d'investissement. Celui-là ou un autre, a commencé par celui de nous. Alors, deux questions. Deux questions. D'abord, pourquoi ne rendent-ils pas publics ces cahiers de charges? Pourquoi ne permettent-ils pas à des experts de les consulter? Est-ce parce qu'ils craignent que l'on ne découvre que ce n'est pas du montage, que c'est juste 4 vis à mettre pour contourner l'importation? Éventuellement, ce n'est même pas aux experts de consulter. Normalement, un cahier de charge, d'un cahier de charge général pour un secteur industriel, c'est comme un texte. Il est rendu public, subhanallah, c'est pas la peine d'aller le chercher dans les ministères, de le négocier, de discuter en secret. Ce n'est pas un plan de bataille. C'est un texte de droit, c'est un texte réglementaire qui une profession. Logiquement, il aurait dû être publié sur le site du ministère le premier jour de son élaboration, de sa mise en vigueur. Comme ça, on saura qui est qui. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Cette histoire d'Arkout qui a explosé comme ça en plein jour, est-ce que ce n'est pas un peu le cas de tous ces capitaines d'industrie, entre guillemets, qui prétendent créer la richesse, produire, entre guillemets, en Algérie? Disons que des capitaines d'industrie, il y en a plusieurs quand même, il y a plusieurs modèles, et il y en a qui produisent. Par exemple, si on prend le cas de Condor, de Civita, de NCA, une activité industrielle, elle n'est pas aussi parfaite que ça, mais elle produit selon des normes universellement admises. Il y a des usines
qu'elles soient privées ou publiques, quand on visite ces usines, on se rend compte que ça marche exactement comme une telle usine devrait marcher dans toute la planète. Mais quand on voit ces fameux montages automobiles, c'est tout sauf une usine de montage. Ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir avec l'industrie mécanique. L'industrie mécanique, c'est une industrie qui travaille à la chaîne. C'est un alignement, non pas de véhicules disparates ou de pièces pratiquement mises en quiconce, mais c'est un cheminement pour le véhicule avec à chaque étape un certain effectif spécialisé, avec un certain nombre précis. Il ne peut pas y en avoir 8 là où il faut 4 ou 4 là où il en faut 16. Et ça, c'est une règle générale. Moi, ce que j'ai vu, c'est tout sauf un cheminement méthodique pour le montage d'un véhicule. Tout le monde fait tout, personne ne fait rien. Restez avec nous. Abdou Sammar, donc voilà ce que nous dit Farhat Aïtali, qu'il a été gentil pour utiliser le mot empirique. En fait, je crois qu'il voulait dire bricolage, improvisation, du n'importe grand quoi, du grand n'importe quoi, pardon. Et donc, il a même donné des explications, hein, que c'est la coque qui doit descendre vers le moteur et pas le moteur qui doit être monté vers la coque, et autres, qu'on ne promène pas un moteur sur un cric, etc. Oui, Jamal, encore une fois, je ne vais pas contredire ça, c'est la réalité. C'est un début c'est vraiment le début, hein, c'est vraiment le balbutiement. On ne peut pas parler de chaîne de montage. Eux-mêmes, Hyundai, moi j'ai parlé avec, encore une fois, je vous renvoie vers l'article que j'ai fait avec ma rencontre avec Monsieur Kim, là, le Sud-Coréen qui est directeur général de cette entreprise, il le dit, nous sommes vous les Algériens, vous ne connaissez pas beaucoup le métier mécanique, on est en train de vous apprendre, on peut pas aller directement au CKD sans commencer par le FKD. Donc ils sont en train de leur apprendre les BABA, le BABA du BABA, c'est vraiment le BABA du BABA. Maintenant, c'est pas cette usine qui cause problème pour moi, c'est la politique générale du pays. Déguisée, Abdou Sammar. Non, ce serait, alors j'aurais clairement, ça serait une importation déguisée, c'est dans les 2 années à venir, il n'y a pas un taux d'intégration élevé, il n'y a pas quelques équipements qui sont fabriqués. Mais le problème, encore une fois, c'est le problème de la législation, c'est du choix économique. Est-ce que moi j'étais partisan d'un groupe de personnes, d'un groupe de pression, qui voulait que l'Algérie commence par développer de la sous-traitance. Or, eux, ils ont estimé qu'il fallait implanter des usines de montage pour qu'il y ait de la sous-traitance. Quand vous parlez de la Turquie et de l'Inde, les grands constructeurs ne sont pas venus en Turquie et en Inde pour développer de la sous-traitance. Ce sont les sous-traitants indiens et turcs qui ont plus tard attiré ces investisseurs. Donc c'est un problème de choix économique. Ce cahier de charge et ce choix économique du gouvernement algérien qui cause problème. Que Tahkout ou d'autres en profitent, Abdou Sammar, certains experts en industrie mécanique disent très clairement, je ne me rappelle pas le nom de l'un d'eux, mais je l'ai vu tout à l'heure sur le net, il dit très clairement qu'une intégration de moins de 40% de ce système, dans ce genre d'industrie, ne peut pas être profitable, qu'il vaut mieux procéder à l'importation pure et simple. C'est ce que dit le gouvernement, c'est ce que dit le cahier de charge. Le cahier de charge demande un taux d'intégration de 40%, mais au bout de 5 ans. D'ailleurs, là, le gouvernement a raison. Tu ne peux pas avoir un taux d'intégration à 40% dès la première année. Avec quoi tu vas faire un taux d'intégration? On n'a même pas des gens qui fabriquent des pièces. À ce rythme-là, comme on le voit dans cette usine, vous pensez qu'en 5 ans, il pourrait atteindre les 40%? S'il y a un encadrement législatif sérieux, s'il y a des pressions gouvernementales, c'est-à-dire le gouvernement leur donne des exonérations d'impôts, mais en échange, il faut que les fabricants et leurs partenaires algériens investissent dans des PME, dans de la chance à des PME algériennes, oui, le défi, il est possible à relever, mais il faut qu'il y ait un encadrement sérieux. Moi, personnellement, pour le cas de Renault, on entame là, on a dépassé les 3 ans, je n'ai pas vu encore une fois un tissu de sous-traitant. Il y a un Turc qui fabrique des pièces qui s'est installé en Algérie. Il y a quelqu'un qui commence à faire des plaquettes, etc. Mais ça ne fait pas grand-chose. Ça n'a pas grand-chose. Donc il faut qu'il y ait un encadrement législatif et réglementaire très strict parce qu'on donne beaucoup d'exonérations. Il y a des baisses sur la TVA, des baisses sur l'impôt sur le revenu, des baisses sur l'acquisition des terrains. Donc il y a énormément d'avantages fiscaux. Il faut vraiment qu'il y ait une pression pour que ça aboutisse. Restez avec nous, Abdou Sammar. Restez avec nous.
Brahim Younsi, avant d'arriver à ce problème de la sous-traitance, je vous ai vu opiner de la tête au moment où Farhat Aitali était en train de parler de ce système qui ne pouvait pas donc être... que c'était du bricolage, quoi. Il a dit empirique, oui, pour être gentil. On voit très bien que c'est du bricolage. On voit très bien que c'est du bricolage. Il a parfaitement raison de parler d'empirisme. Il a été gentil, effectivement, en parlant d'empirisme. Mais est-ce que... Parce que la presse a parlé, a révélé, et c'est le responsable, le directeur de l'usine de Tiaret qui a révélé que la maison mère, entre guillemets, Hyundai, n'a pas mis 1 centime dans l'usine. 100% du capital appartient à comment il s'appelle ? Tahkout. Voilà, 100%. Et je présume que ça doit être des crédits. Alors que la règle, ça veut dire, on a déjà dérogé à une règle, à savoir la règle du 51-49. Or, l'encadrement coréen, me semble-t-il, si j'en crois certains articles que j'ai lus, sont des coopérants techniques. Ah bon? Ce ne sont pas des employés de... Non, mais, oui, mais c'est des coopérants, c'est des employés alors qu'ils doivent être associés. Oui, d'accord. Parce que la règle 51-49 n'est pas respectée en l'espèce. Est-ce que c'est une règle... Ça doit être... Par exemple, moi, demain, je veux avoir une usine de montage Mercedes, ou je suis obligé de m'associer avec Mercedes? Selon la loi, oui. Ah bon? Selon la loi, oui. D'accord. Me semble-t-il, me semble-t-il. Maintenant, je ne suis pas juriste pour le dire, pour l'affirmer. D'accord. Nous demanderons à Farhat Aitali tout à l'heure. Alors, sous-traitance. Généralement, autour de ces pôles industriels mécaniques, comme on dit, automobiles, généralement, le plus important, c'est le nombre de sous-traitants que cela génère. Au point, comme nous ont dit nos invités, que sont généralement les sous-traitants, par leur qualité, par leurs normes, par leur qualification, qui attirent les grands industriels automobiles. Parfaitement, parfaitement. Sauf que nous ne produisons pas, nous n'avons pas le savoir-faire, nous n'avons pas la technologie nécessaire pour pouvoir produire les pièces. Tout à l'heure, M. Tahkout nous a... Mais il n'y a pas que des pièces automobiles. Non, il n'y a pas que des pièces automobiles. Il y a des rétroviseurs, il y a des leviers de vitesse, il y a des essuie-glaces, il y a etc. Il y a de la garniture. Mais bien sûr. Mais nous n'avons pas encore cette technologie et le savoir-faire pour pouvoir produire... Et le boostage politique aussi. Oui, mais évidemment. Évidemment. Nous n'avons pas ce savoir-faire. Nous n'avons pas cette technologie. Farhat Aitali le dit bien, à savoir que dans cette usine-là, nous sommes dans une phase empirique. Et c'est quasiment l'ensemble des industriels algériens ou des usines, à quelques exceptions près, fabriquent des produits empiriquement. Mais à voir les images du reportage, c'est pas une usine, c'est franchement... c'est un garage. Vous savez comment ils traînaient le moteur? C'est un gros garage. Comment ils traînaient le moteur? Ils étaient 3 à le traîner. Quand vous emmenez votre voiture chez un garagiste, effectivement, c'est ce qu'a dit Farhat Ali, il prend des chaînes, avec le palan. Farhat Aitali, d'abord, si vous pouvez nous éclairer, est-ce qu'il est possible de s'associer à un Sud-Coréen ou à un Allemand sans être obligé de respecter cette fameuse règle 49-51? Ça veut dire que ce soit 100% algérien? En règle générale, la règle du 51-49 n'est pas imposable à la partie algérienne pour l'empêcher d'être toute seule dans l'affaire. Hein. Voilà, ça veut dire qu'on peut l'imposer au partenaire qui veut investir en Algérie. Qui veut investir en Algérie, qui ne dépasse pas les 49. Mais dans le cadre précis de ce cahier de charge, de ce fameux cahier de charge, un journaliste de l'Ouatan a rapporté un paragraphe, je ne sais pas comment il a pu avoir une copie du cahier de charge, mais en tous les cas, il a rapporté un paragraphe dans lequel un partenariat dans le cadre du montage automobile ne peut être considéré comme tel et agréé que si la partie étrangère, disons la marque étrangère, est impliquée dans l'association. D'accord. Impliquée, mais sans plus de détails. Elle peut être impliquée à 5%. Non, impliquée directement. Non, mais impliquée quand même. Oui. Et dans ce cas précis, il paraîtrait que de toute façon, en ce qui concerne, de toute façon, les journalistes de Ouatan a vérifié, dans le cas de Hyundai, ils ne sont pas du tout impliqués. Mais alors là, pas du tout, même pas à 0,5%. Voilà, donc vous confirmez ce que dit Brahim Younsi.
Parce que moi, Voilà. c'est le journal. Hein. Je reprends texto sa phrase. Hyundai n'est pas actionnaire dans son usine algérienne, ils disent son usine. Oui, son usine. N'est pas impliqué dans son usine algérienne, comme l'exige. Comme elle porte le nom Hyundai. Ben voilà. Comme l'exige pourtant la réglementation. Et c'est à voir. Farhat Aït-Ali, au sujet de la sous-traitance, comment expliquez-vous, par exemple, pour le cas Renault-Maroc, qu'il y ait autant de sous-traitants, des sous-traitants de très grande qualité, dont on nous dit même qu'ils parviendraient à exporter leurs produits vers d'autres usines de la même marque. Alors que chez nous, c'est Sahara, c'est désert, il n'y a rien, pas de sous-traitance. Oui, mais si jamais soyons sérieux, on est en train de vraiment voguer dans l'irrationnel. La Tunisie et le Maroc, parce que même en Tunisie, Peugeot va s'installer incessamment pour produire l'un de ses modèles phares, la 3008. Oui, ils viennent de produire une voiture tunisienne, hein, nous dit-on. Hein. Oui, voilà. Il se trouve que dans ces deux pays-là, comme en Algérie dans les années 80, il y avait un début d'industrie de sous-traitance qui, chez eux, a pris de l'ampleur parce qu'ils ont donné toutes les facilités possibles aux grandes marques comme Valeo, comme Enchica, comme Girling, aux grandes marques mondialement reconnues en matière de composants pour produire de la pièce. Au Maroc, ils produisent même des composants pour Airbus, d'avionique. Ici, non. Ici, on a pratiquement fait de l'autarcie, de la souveraineté, de l'importation tout azimut. On est parti à contresens du reste de l'humanité pendant 30 ans. Un beau jour, on décide de créer la sous-traitance du néant. Moi, personnellement, je dirigeais une usine de câbles automobiles en 93. Il n'y a plus de câbles automobiles algériens. On a décidé pratiquement de couler le peu qu'il y avait. Donc maintenant, faire croire aux gens que cette supposée industrie va induire l'existence de sous-traitants locaux est un mensonge dangereux. Ce n'est pas les constructeurs qui induisent la sous-traitance, c'est l'existence d'une capacité de production et d'un climat attractif pour les sous-traitants qui induira éventuellement la base de départ d'une industrie automobile. Renault n'est pas allé par hasard au Maroc. Les équipementiers l'avaient devancé déjà depuis longtemps. Il n'est pas allé par hasard en Tunisie, Peugeot. Chez nous, ils sont tous venus en même temps, comme par hasard, parce que c'était le seul moyen de continuer à exporter les mêmes véhicules vers le pays de destination qu'est l'Algérie, en plus avec des exonérations douanières et fiscales qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est une sorte de martingale qu'ils sont venus chercher. Le jour où on leur enlève ses avantages, où le marché n'est pas preneur, manque de devises, si l'Algérie n'a plus les moyens d'importer, ces usines-là, elles disparaîtront du jour au lendemain. Ce n'est même pas la peine de parler horizon 2020-2025. Tout ça, c'est de la fumisterie. C'est en 2018. Le marché n'est pas preneur pour l'équivalent de ce qu'ils avaient l'habitude d'exporter ici. Ils vont vous dire ciao au pontin. Et ils vont tirer leur révérence. De toute façon, il n'y en a pas un seul qui a investi $1 Menhandou. Et ça, je sais ce que je dis. Même Volkswagen, c'est Sova qui a investi, bien sûr, 10% et 90%, c'est le CPA. J'ai jamais vu, ni dans l'histoire de l'humanité, qu'on introduise un constructeur étranger avec les garanties intégralement offertes par la partie algérienne et les crédits intégralement offerts par une banque publique algérienne. Pourquoi d'ailleurs les banques françaises établies en Algérie ne sont pas impliquées dans les dossiers qui m'aident? Pourquoi on fait appel aux banques publiques pour les financer en amont, mais après on autorise les banques quand même européennes ou même du Golfe à financer le crédit consommateur pour pouvoir vendre cette quincaillerie. Même si elle ne se vend pas, on va la vendre massive. Et ça, franchement, ça a l'air de tout, sauf d'un plan de relance industrielle. Merci. Merci Farhat Aït-Ali, en espérant vous revoir bientôt. Abdou Semmar, un dernier mot autour de cette question. Abdou Semmar. Oui, Jamal, je vous entends. Abdou Semmar, petite question, vous qui êtes un peu partout dans le pays, après tous les dossiers de l'heure, vous qui faites beaucoup dans le factuel, mais aussi dans le politique, dans l'analyse, est-ce que cette histoire Tahkout, il n'y a pas comme des relents de règlement de compte d'une réponse du berger à la bergère après le scandale Ould Abbas? Moi, franchement, je soupçonne qu'il y ait des lobbies qui sont produits entre eux.
il y a un partage du gâteau qui est inéquitable, il y a qu'un certain lobby qui essaie de faire des choses. Moi, je rappelle juste que l'ancien propriétaire du Hyundai en Algérie, pendant 20 ans, n'a pas fabriqué un clou, n'a pas monté un boulon. Donc peut-être que cette marque-là va être récupérée par certains d'autres. Le marché automobile algérien, c'est énormément d'enjeux, Jamal, c'est énormément d'enjeux. Vous savez que l'Algérie, jusqu'à une certaine période, consommait jusqu'à 400 000 véhicules par an, faisant de l'Algérie le marché le plus important. Donc il y a énormément de devises, il y a énormément d'argent à se faire. M. Tahkout n'est pas un enfant de cœur, ses concurrents ne sont pas des enfants de cœur, il y a certainement une histoire de lobby qui est derrière. Mais le problème, encore une fois, c'est que l'opinion publique algérienne pense dans l'erreur de faire du politique dans des sujets techniques. Il faut qu'on comprenne une chose. Notre pays, notre ami a été allé cette année pour que les investisseurs étrangers ne mettent pas la main à la poche pour venir en Algérie, pour une raison simple. Le fait que Volkswagen s'intéresse à l'Algérie est un miracle. Il n'y a rien d'intéressant en Algérie pour investir, Jamal. Il n'y a ni réseau sous-traitant, ni un marché structuré, un marché noir, une instabilité politique. On ne sait pas ce qui va venir demain. Il y a plusieurs lois qui sortent, qui sont annulées à la fois. Ce n'est pas ainsi intéressant. Comment voulez-vous qu'un investisseur étranger mette de l'argent? Allez voir la Thaïlande, par exemple, qui est devenu un grand pays qui accueille les fabricants de voitures et d'assemblage. Vous allez voir qu'il y a une politique réelle, qu'il y a un environnement idoine. C'est pour ça que Toyota ou General Motors mettent de l'argent. Mais qu'un grand constructeur mondial vienne mettre de l'argent, il ne met pas de l'argent dans la poche, Jamal. Il faut être sérieux. Notre pays n'est pas attractif. Il ne l'est pas. Il faut absolument que notre pays devienne attractif. Et pour qu'il le devienne, il faut qu'il y ait un véritable environnement économique sain et développé. Merci Abdou Sammar, au plaisir de vous revoir. Brahim Younsi, Abdou Sammar a parlé très vrai. Ces gens, ils sont dans l'argent, ils ne viennent pas pour le plaisir. Or, pourquoi viendraient-ils investir en Algérie? Où est son intérêt? Puisqu'il n'y a rien. Il n'y a ni sous-traitant, ni marché correct, ni politique claire, ni régime démocratique. Cela est parfaitement vrai. Enfin, je ne crois pas que les autres soient des régimes démocratiques. Je veux dire démocratique dans le sens d'une certaine transparence, certaines normes. Oui, voilà. Mais je crois que c'est les choix qui ont été faits par le pouvoir algérien. Oui. Parce que le pouvoir algérien, le système algérien, a toujours, depuis les années 60, choisi, singulièrement après le coup d'État de 1965, choisi l'importation. Oui. Il a substitué à la production l'importation. Oui. On a toujours été un importateur. Et un journal électronique a excellemment titré un de ses articles, « L'Algérie est un marché », ce qui est parfaitement vrai et nous l'avons suffisamment dit ici, et le Maroc est un partenaire. C'est très vrai. C'est cela le problème. L'Algérie n'est pas un partenaire, c'est un marché. Et il sera encore plus un marché parce que toutes les barrières sont ouvertes, la preuve en est. Et comment faire pour devenir un partenaire? Est-ce qu'on peut le faire comme ça? Non. Comme est en train de nous le dire Sellel. Nous allons devoir nous passer du pétrole, nous allons devenir un pays producteur et exportateur. Ce n'est certainement pas comme cela, ni dans le sens où le dit Sellel. Oui. Parce que nous sommes très en retard par rapport à la production nationale. Il n'y a pas, et Farhat Aïtali l'a dit, il n'y a pas de production, à quelques exceptions près bien sûr, ce n'est pas rien, il n'y a pas de production en Algérie. J'ai lu un article, le résumé d'une conférence donnée hier ou avant-hier par le Conseil économique dont on a parlé la semaine dernière ou il y a une dizaine de jours ici, Alexandre Taleb, qui est conseiller économique du gouvernement du Premier ministre, qui parle de désindustrialisation massive en Algérie. D'abord, le terme de désindustrialisation n'est pas adapté. Puisqu'il n'y a pas d'industrie. Il n'a jamais eu d'industrie si on a il y a eu une industrie de transformation, disons. Et encore. Je vous donne un exemple. Moi j'étais à la Sonipec, par exemple. Tout le monde pensait que l'Algérie produisait ses chaussures. Il n'en est rien, puisqu'on importait tout. Y compris le cuir. La seule chose qu'on n'apportait pas, c'est le cuir de mouton pour faire de la doublure. Oui. Mais sinon, la vachette, la colle, la semelle... Toutes les industries, le bois, on importait tout. On importait tout. Oui. C'est vrai que... Mais donc, il n'y peut pas y avoir de désindustrialisation, d'autant plus que cette industrie qui devait industrialiser a totalement échoué. Oui.
totalement échoué. Et ce n'est pas absolument. Et ce n'est pas en fonction de la part ou de la diminution de la part de l'industrie dans le PIB qu'on peut juger la désindustrialisation dans notre pays, parce que le développement algérien était un mauvais développement par l'industrie industrialisante qui a été choisie. C'est la raison pour laquelle nous sommes encore dans l'importation. Oui, mais nous ne le sommes plus pour très longtemps puisqu'il n'y a plus d'argent pour importer. Et nous arrivons à la fin de l'émission. C'est là où le bas blesse. Là où le bas blesse. Merci beaucoup à Brahim Younsi, merci beaucoup à Farhat Aitali, merci beaucoup à Abdou Sammar, merci beaucoup à vous, chers amis qui avez suivi cette émission. Qawala khair, salama.